on réfléchit à ce qui est en train de se passer à nos attentions, j'ai envie de vous donner quelques thèses ou quelques thèmes beaucoup trop simples dont on pourra critiquer les prémices ou les simplifications dans les discussions. Mais premier thème trop simplifié, c'est que nous sommes dans une phase historique où nos attentions peuvent être automatisées. Donc si on réfléchit au premier lien machine-attention, je vous ai mis une image que vous reconnaissez peut-être avec une voiture autopilotée, donc c'est un automobile, on a vu tout à l'heure les automates, les automobiles, c'est des choses qui bougent toutes seules. Il se trouve qu'aujourd'hui, non seulement une voiture, une automobile, ça peut bouger tout seul, d'habitude il fallait quand même appuyer sur un accélérateur ou manier un guidon, aujourd'hui on n'a même pas besoin de faire ça, et qu'est-ce qui a changé? On pourrait dire, est-ce que vous serez d'accord avec ça ou pas, on discutera, que c'est justement l'attention d'une conductrice qui s'est fait automatiser par tous les appareillages de capteurs, de senseurs, de calculs, de computation, etc., etc. Donc, première question, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que nous vivons dans un moment où notre attention humaine peut se faire automatiser? Et les deux preuve que je vous donnerai de ceci, c'est donc la conduite automatique, et je vous ai mis tout en haut aussi le traducteur DeepL. D'habitude, il fallait de l'attention humaine pour passer d'un texte dans une certaine langue à une traduction dans un texte dans une autre langue, et aujourd'hui, je ne sais pas vous, moi j'ai plus que 60 ans, je me rappelle quand je commençais les études de linguistique, on était plusieurs à se dire « ouais, c'est très bien les intelligences artificielles, la traduction automatique, c'est très sympa, mais ça va assez vite plafonner et ça remplacera jamais des traducteurs ». Je crois que ça ne remplace toujours pas et ça remplacera jamais des traducteurs littéraires, mais pour toute une série d'autres formes de traduction, c'est assez soufflant ce qui se fait avec quelque chose comme DeepL ou les autres. Donc là aussi, une attention traductrice qui était quand même quelque chose et qui reste quelque chose de très 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 raffiné, tant qu'on n'arrive pas dans le monde littéraire, où là de nouveau je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait spécifique, eh ben ça s'automatise. D'accord. Donc gardons peut-être ceci en tête. Qu'est-ce qui résisterait à cette automatisation? Et là, à côté de la voiture autopilotée, j'ai mis une couverture de livre de quelqu'un qui s'appelait malheureusement Wilhelm Flusser, qui était un philosophe juif pragois qui a vécu au Brésil, puis qui a vécu en France et qui a publié toute une série de petits textes qui ont été plus ou moins ignorés en France jusqu'à il y a quelques années. Parmi ces textes, il y en a un qui s'appelle « Les gestes », qu'il avait écrit, c'est une série de textes qu'il a écrit dans les années 1980, plus ou moins. Et ses écrits autour des gestes, en fait, moi je les ai découverts très tard, après avoir fait le livre dont parlait Maël tout à l'heure, et je me suis aperçu en fait qu'il avait déjà dit tout ce que j'avais dit 20 ans plus tôt avant mon livre à moi, ce qui était un petit peu humiliant, mais tant mieux pour lui. Et je résumerai sa thèse des gestes, donc vous allez voir que ça touche les machines, en ceci que je vous ai mis aussi. Donc ça, c'est pas lui qui dit, c'est moi qui résume brutalement. Qu'est-ce que c'est qu'un geste? Ça serait un mouvement d'un corps animé. Alors si on dit animé, ça veut dire qu'il y a de l'animation, qu'il y a de l'âme. Ça sera une des choses dont on pourra discuter. Peut-être ça pourrait être une définition de ce que c'est que l'âme. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais on pourrait partir de là. En tout cas, un geste, c'est un mouvement d'un corps animé. Mouvement qui est irréductible à ce qui a programmé ce mouvement, ce geste, ce corps, etc., etc. Donc là, on a, et de nouveau, moi j'ai repris ça dans mon livre, mais sans me rendre compte que je reprenais Flusser, on a une thèse générale que moi je trouve explicative, que je trouve éclairante, que je vous propose. Est-ce qu'elle tient la route? Jusqu'où elle tient la route? Ça sera l'objet de nos discussions, mais ça serait de dire les machines, c'est ce qui est programmé ou programmable, et ce qui résiste ou ce qui serait l'autre de ça, ça serait des animaux, des êtres animés, en général vivants, qui font ce qu'on va appeler des gestes, et les gestes, c'est justement ce qui est non programmé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce soit non programmé? Et là, j'ai mis quelques adjectifs en dessous de cette petite définition.
Le premier que j'ai envie de mentionner, ça serait si c'est pas programmé, c'est pas complètement contrôlé. Il y a quelque chose qui échappe au contrôle. Et je pense que là, programmer, contrôler, ça va assez bien ensemble. Donc disons que les gestes, il y a toujours quelque chose d'incontrôlé dans les gestes. Et là, on va plutôt parler des gestes humains, on pourrait faire des théories sur les chats. Moi, je sais pas, j'aime beaucoup les chats. Je crois qu'on peut dire que les chats font des gestes, mais on va se restreindre au monde humain. Donc lorsque nous faisons un geste, si on va dans cette direction-là, il y a forcément quelque chose d'incontrôlé dedans. Et d'abord, on va juste se demander qu'est-ce que ça veut dire, cet incontrôlé du geste qui serait différent des machines. Donc d'abord, c'est ce qui permet de l'adaptation. Quand quelque chose est complètement programmé, c'est programmé pour faire, vous avez des inputs, des stimuli qui viennent, et puis l'output est complètement déterminé, et donc ça va pas pouvoir s'adapter au terrain. Donc si les humains, les animaux ont besoin de faire des gestes, c'est parce que leur univers, leur environnement, leurs conditions d'exercice des opérations qu'ils font sont toujours changeants, sont toujours en transformation, et pour ça il faut s'adapter, et donc il faut une marge d'adaptation, de non-programmation, d'invention, etc., etc. Donc adaptatif, un geste. Deuxièmement, le geste, s'il est incontrôlé et s'il est ce qui excède la programmation, il va y avoir de l'inattendu. Et là, dans plusieurs sens. D'une part, ça, c'est la même chose que de dire que c'est adaptatif, à savoir, si on voulait avoir des comportements pleinement programmés, il faudrait tout prévoir chaque situation possible et programmer la machine pour qu'elle puisse répondre à chaque situation possible. Et l'inattendu, ce qui n'aurait pas été attendu, ce qui n'aurait pas été prévu, ce qui n'aurait pas été programmé, ça ferait que la machine se plante. Donc ça, c'est la première façon d'entendre ceci. Deuxième façon, les gestes humains, non seulement ça peut s'adapter à de l'inattendu, à du non prévu, à du non prédit, etc., mais ça génère de l'inattendu. Et une bonne façon aussi de se dire qu'est-ce que c'est que des animaux ou des humains, c'est qu'on ne sait jamais vraiment, certainement, ce qu'ils vont faire. On peut deviner ce qu'ils vont faire dans les quelques prochaines secondes, mais sitôt qu'on dépasse les prochaines secondes, ça devient très 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 difficile de prédire vraiment ce qu'ils vont, parce qu'ils sont source d'inattendus, et ils sont source d'inattendus parce que ce qu'ils font, ça ne relève pas de l'automatisation absolue, mais du geste. Dernier adjectif que je vais introduire ici, et là, c'est moi qui fais la conférence, mais là je vais ventriloquer quelqu'un que j'aime beaucoup, dont je vous ai mis le nom tout en bas, qui est Pierre-Damien Huyghe. J'espère que vous avez entendu parler de ce philosophe qui s'appelle Pierre-Damien Huyghe, qui était professeur d'esthétique, qui est à la retraite, mais qui continue à faire des recherches, qui continue à faire des conférences tous les mercredis soirs à 18h30 au printemps. Il fait des conférences qui sont à la fois, vous pouvez y accéder en ligne, en direct, ou alors les écouter sous forme de podcast. Et là, depuis 2 ans, il fait un cycle de conférences qui s'appelle « Faut-il s'émanciper ?» Et si la question des gestes vous intéresse, je vous invite vraiment à aller sur son site et à écouter les conférences de Faut-il s'émanciper. Là, je vais y faire référence 2 fois ce soir. J'espère que ce que je vais en dire, ça vous intéresse, ça vous rend curieuse et que vous avez envie d'aller l'écouter. Mais c'est beaucoup plus riche forcément ce qu'il nous dit. Et là, la première chose que je vais prendre de son travail, il nous dit que les gestes, il se base sur quelqu'un qui s'appelle Michel Guérin, tout est beaucoup plus compliqué que ce que je vous dis, mais peu importe, il nous dit, c'est dans les gestes qu'il y a des vrais commencements. Le geste, pour lui, c'est un commencement. C'est quelque chose qui commence à prendre forme, à aller dans une direction, etc. Et c'est un geste dans la mesure, je vous disais, c'est inattendu, c'est incontrôlé, où on ne sait pas comment ça va se finir. C'est juste un commencement. C'est pas, il y a un autre philosophe qui s'appelle toujours Giorgio Agamben a fait un livre qui s'appelle Moyens sans fin, des moyens sans fin. On peut entendre ça sans finalité ou sans terme. Et Agamben, Pierre-Damien Huyghe, pas mal de gens, Michel Guérin, disent tous la même chose, qui est un peu bizarre, qui est un peu abstrait, mais qui pour moi est très très beau et très très riche, qu'on peut déplier d'une infinité de façons en disant
Le geste, c'est le commencement de quelque chose qui n'a pas de fin, ou dont on ne peut pas savoir la fin, ou dont, si c'est un vrai geste, dans la mesure où il est incontrôlé, justement, on ne prétend pas contrôler la fin. F-I-N. Et ce que dit Pierre-Damien Huyghe dans son séminaire, c'est que s'il y a quelque part de l'émancipation, c'est dans le geste. D'habitude, quand on pense émancipation, on pense politique, on pense droit, on pense revendiquer des droits, sortir d'une oppression, et tout ça c'est vrai. Et Pierre-Damien Huyghe dit oui, tout ça fait partie de l'émancipation. Mais moi, Pierre-Damien Huyghe, je vous emmène à ce qui est la racine de tout ceci, de toute émancipation, c'est des corps. Forcément des corps avec des esprits, forcément des corps sociaux, forcément des corps dans certaines situations sociales, qui se trouvent faire des gestes. Ça peut être un cri, ça peut être porter quelque chose, ça peut être un point, ça peut être faire quelque chose avec son téléphone, ça peut être un geste architectural, ça peut être ce qu'on veut. Mais l'émancipation, ça commence avec un geste, dans la mesure où ce geste, il est incontrôlé. Et pourquoi il est incontrôlé ? Parce que c'est pas moi qui le fais. Il est incontrôlé non seulement par les autres, mais par moi-même. Le geste, c'est quelque chose qui me traverse. Une inspiration, une passion, un affect, une colère, une joie, une réaction à quelque chose. Et cette chose que je ne contrôle pas, qui me traverse, elle fait faire quelque chose à mon corps qui me dépasse. Et, dit Pierre-Damien Huyghe, si on regarde tous les mouvements d'émancipation significatifs, on retrouve à l'origine ce moment-là où un geste incontrôlé déclenche quelque chose, commence quelque chose, qui peut finir avec des droits reconnus par un pouvoir politique, qui peut finir avec une révolution, qui peut finir avec plein de choses, belles ou horribles, mais il y aurait ceci au tout début. Donc ça, c'est un développement de cette idée que le geste, ça serait un mouvement d'un corps animé, un mouvement irréductible à ce qu'il a programmé. J'espère que vous voyez en quoi résister à la programmation, excéder la programmation et émancipation, peut-être ça peut résonner avec notre monde. Maintenant, nos camarades architectes m'ont envoyé un film dont je vous ai mis juste une image ici. Alors par contre, j'ai pas noté les personnes japonaises qui travaillaient dans ce film, mais vous voyez juste une main et une sorte un petit outil avec une pièce de bois, et tout le film nous montrait comment construire artisanalement une maison en bois à partir de gestes. Et là, ce film est très 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 beau parce que justement on voit des gestes de main avec du bois, avec du métal, etc., etc. Et là, en voyant ce film, je me disais mais c'est faux. Enfin, on peut pas du tout dire que c'est incontrôlé. Au contraire, il y a une virtuosité du geste. Il y a un contrôle, et après on peut penser à des gestes musicaux. On pense tous à des virtuoses, des pianistes, des saxophonistes, je sais pas, des batteurs, où le geste musical qui peut nous emballer, il est justement surcontrôlé. C'est une maîtrise qui a l'air absolument surhumaine. Donc là, ça sera une des questions à laquelle on pourrait peut-être réfléchir tout à l'heure. Il y aurait une forme de contrôle automatique, mécanisé, machinique, dont le geste s'échapperait. Il y aurait quelque chose de fondamentalement incontrôlé dans le geste, en ce sens que ça me dépasse, mais peut-être que ce qui me dépasse, des fois, ça prend la forme d'une maîtrise presque surhumaine. Et pour moi, ça serait la musique, ou ça serait ce film avec un artisanat qui a l'air tout à fait remarquable. Voilà, donc ça c'était un petit peu la première partie de ce que je voulais vous dire, et maintenant je vais vous proposer un mode de fonctionnement qui va être de dire: je vous ai donné une thèse, que le geste c'était ce qui échappe, ce qui excède à la programmation, et on va dire qu'elle est à moitié vraie, à moitié fausse. On va essayer de la critiquer. On va essayer de voir en quoi ce que je vous ai dit, peut-être que ça vous a jamais convaincu, si jamais ça vous semblait convaincant, comment est-ce qu'on pourrait l'attaquer et comment est-ce qu'on pourrait montrer que les choses sont plus compliquées que ça.
Et pour ça, donc pour moi la question, et là je pense que ça s'inscrit en suite de ce qu'on a vu cet après-midi, donc et la conférence de 14h30 et celle de tout à l'heure à 16h, où on avait toute une série de très 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 belles citations sur les machines, les méga-machines, la machinisation, le machinalement, etc., etc. En comprenant, c'était pas dit explicitement, mais il me semble qu'on comprenait qu'on parlait à la fois d'appareillage, des choses comme ça, ou de ma montre, et des humains qui peuvent se faire machiniser. La méga-machine, c'est des humains dans une société qui s'avèrent fonctionner comme des machines parce qu'on les programme, etc., etc. Et donc il me semble la question, c'est pas tellement de se demander comment différencier les machines des humains, mais plutôt, et là ça serait vraiment une question flusserienne, de se dire à l'intérieur de ce que nous humains faisons, quelle est la part machinique et quelle est la part gestuelle? Je vais appeler ça comme ça. Et là, pour moi, c'est ce type de question-là qui m'aide, je crois, à me repérer dans les nouvelles technologies. On parlera peut-être un petit peu d'IA, etc., tout à l'heure. Donc, si on se pose cette question-là, avec comme terrain d'exercice, que moi, je connais pas du tout, l'architecture. Je vous ai mis quelques images ou quelques références à des choses architecturales, avec donc ce jeu que je vous propose de se dire où est-ce qu'on voit du gestuel et où est-ce qu'on voit du machinique là-dedans. Et donc vous avez peut-être reconnu tout au cœur, à côté des gestes de Wilhelm Flusser, vous avez un gribouillis, un dessin. Est-ce que quelqu'un identifie ce gribouillis et ce dessin? Oui, il y en a des classiques. Qui veut identifier pour tout le monde? J'ai entendu un oui. Parfait. Donc tout le monde n'a peut-être pas reconnu la fondation Louis Vuitton là, mais en fait c'est la fondation Louis Vuitton. Et donc moi je connais rien à l'architecture, donc voilà, forcément j'ai un truc un peu flashy, ça me tombe dans l'œil et je me dis l'architecture c'est Frank Gehry et voilà. Et il se trouve que, mais là vous me corrigez parce que moi j'y connais rien, ce que j'ai cru comprendre en tant que naïf en architecture, c'est que monsieur Frank Gehry, qui est une star de l'architecture, qui reçoit des millions je pense pour faire quoi que ce soit, il commence par gribouiller quelque chose. Et pour moi, c'est assez frappant de se dire, là, on voit carrément le geste du crayon ou du stylo, je ne sais pas ce qu'il utilise, on voit son geste, on voit sa main carrément sur le papier pour faire ceci. Et on se dit qu'il y a une distance, moi naïvement, je me dis, il y a une distance énorme entre le geste d'un Lulu sur un bout de papier à faire des trucs comme ça, et puis la construction de tonnes de matériel, de matériaux, de ceci, de cela, qui doit tenir ensemble. Donc là, on se dirait, bah tiens, le geste en architecture, ça serait Frank Gehry. Qu'il y ait du gestuel, c'est clair. En même temps, on peut tout de suite critiquer ceci en se disant, s'il y a que ça fait pas la fondation Vuitton. Pour qu'il y ait un bâtiment, il faut qu'il y ait justement toute une machinisation des comportements des gens qui vont travailler pour véritablement construire le truc, une machinisation de plein de choses. Et par ailleurs, Frank Gehry, je crois, alors vous devez très bien connaître ça pour avoir identifié la fondation Vuitton, mais je ne sais pas à quel âge il est mort, vers 80, peut-être plus. J'imagine qu'à la fin de sa vie, quand il faisait des dessins comme ceci, il y avait sans doute quelque chose d'habituel, quelque chose de machinique. Il était devenu une petite machine à faire du Frank Gehry. Et oui, il y avait du geste, oui, il y avait ceci, mais on prend tous des habitudes et c'est comme un style artistique finalement. On s'automatise soi-même quand on découvre son style qu'on respecte. Donc, oui, c'est du geste qui a l'air le plus loin possible de la machinisation, ceci, et en même temps, ça implique plein de machinisation en aval pour faire un bâtiment, et peut-être que lui-même, il est déjà une sorte d'automatisme de ce corps particulier que serait Frank Gehry. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une architecte? Une architecte, je crois qu'on peut vraiment, de nouveau, moi j'y connais rien, mais j'imagine que c'est une programmatrice. Être architecte, c'est programmer les gestes de dizaines ou centaines d'autres personnes qui vont devoir faire ceci selon le plan qu'on a fait, construire, etc., visser, boulonner, etc., etc. Donc, une sorte de régisseuse de machines, l'architecte. En même temps, la petite discussion que j'ai eue avec vous, vous avez souligné le fait que moi je traduirais comme ceci en disant que une architecte, c'est aussi quelqu'un qui doit pouvoir improviser.
C'est quelqu'un qui doit savoir programmer, mais qui programme à l'écoute de toute une série d'imprévus, de toute une série d'inattendus, et que les inattendus, je peux les reprendre par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça peut être le matériau. Si l'image que vous avez ici d'une main japonaise avec un outil et du bois, de travailler à la main le bois, c'est aussi là il y a un anthropologue qui s'appelle Tim Ingold qui a vraiment très très bien analysé ceci, c'est aussi de relâcher un peu de son contrôle mécanique à soi pour épouser les formes ou les veines du bois, pour épouser les singularités du matériel. Et donc ici, il faut pouvoir s'adapter à l'inattendu, que ce soit l'inattendu du matériel, que ce soit l'inattendu des collaborateurs, des ouvriers, des artisans qui travaillent sur le lieu, que ce soit l'inattendu des terrains sur lesquels on travaille. Donc là, il y a tout un travail de la part des architectes qui est à la fois de la programmation, mais de la programmation qui doit être gestualisée. Il faut qu'on puisse corriger, j'imagine qu'on passe toujours son temps à corriger des choses, qui dit justement que la programmation n'était pas suffisante et qu'on a besoin de ce supplément, de cet excédent de gestes qu'on discutait tout à l'heure. Alors, maintenant, je vais faire un tout petit déplacement de l'autre côté, non, c'est de ce côté-là de ce que vous voyez, pour parler apparemment d'autre chose, qui est la notion d'attentité, mais j'espère vous convaincre qu'en fait, on tourne toujours sur nos machines et nos gestes, et la part de machinisation et la part de gestualité dans ce que nous faisons. Donc là, je vous parle d'un livre qui est tout là-bas, qui va être publié, alors qui a été publié en anglais il y a un mois, qui va être publié en français au mois de mai, qui va s'appeler Attentité, manifeste du mouvement pour la libération de l'attention, qui vient d'un collectif des gens qui s'appellent The Friends of Attention. Et donc, il nous propose de nous méfier du terme attention, de nous méfier des usages du terme attention. Et ils vont nous proposer un autre terme qu'ils n'inventent pas, mais qu'ils reprennent d'une tradition obscure du début du XXe siècle, qui s'appelle attentité. Et qu'est-ce qu'ils essayent de faire dans ce livre-là, qui se présente donc, je parlais d'émancipation tout à l'heure, qui se présente comme un manifeste du mouvement pour la libération de l'attention. Et je vous ai mis une image tout en haut, à gauche, qui est la figure, on parlait de figure tout à l'heure, là ça serait une 6e figure des rapports homme-machine qu'ils vont prendre comme contradiction, qu'ils vont prendre comme contrepoint de leur attentité. Ce qu'ils nous disent, et que je résume très très brutalement, c'est que depuis 1870, dans des laboratoires de psychologie expérimentale en Allemagne, jusqu'à aujourd'hui dans les laboratoires de neurosciences, dans lesquels on a construit la science de l'attention humaine, on a essayé de mesurer, de quantifier les capacités perceptives et les capacités analytiques d'un corps humain en fonction de différents signaux, de la lumière, du son, etc., qui étaient mis dans son environnement. Et que tout ça a abouti dans les années 1950 à placer un soldat américain devant un écran radar. Sur cet écran radar, il comprenait qu'on surveillait les missiles qui pourraient partir de l'Union soviétique pour annihiler les États-Unis, et que ce soldat avait pour mission de scruter cet écran radar pour avertir et sauver la population américaine lorsque les Soviétiques enverraient, s'ils envoyaient des missiles. Et les Friends of Attention nous disent, ce modèle-là, il continue à structurer ce que nous avons en tête lorsque nous parlons d'attention. Quand on critique les jeunes élèves qui, dans nos cours, seraient censés être scotchés à ce qu'on leur dit parce qu'ils sont distraits, parce qu'ils regardent leur téléphone portable, parce que ceci, parce que cela, on se dit, ils sont distraits, justement, et c'est pas bien, parce qu'il faut être attentif. Et qu'est-ce que c'est qu'être attentif ? Il faut être concentré. Attention égale concentration égale focalisation. Et il faut être concentré et focalisé de façon stable, de façon fixe. Ça, c'est ce que faisait ce monsieur. Ce monsieur, il est concentré,
Il est focalisé sur son écran. Et donc ça, on pourrait se dire, tiens, ça c'est le modèle de l'attention. Et pourtant, contre la distraction. Et pourtant, est-ce que c'est vraiment le modèle que nous avons en tête ou que nous voulons promouvoir avec des ambitions d'émancipation pour ce qui serait une bonne attention? Et donc tout le livre de Friends of Attention, c'est de dire non, c'est un modèle parmi d'autres. Peut-être que c'est utile de faire ça, il ne s'agit pas de disqualifier ce monsieur, mais c'est surtout pas le modèle général qu'on veut. Et donc eux, ils vont nous dire, qu'est-ce que c'est que l'intensité? L'intensité, c'est tout ce qui s'écarte de ce modèle-là. Et ça peut s'en écarter au moins par 5 caractéristiques. Donc là, je vais faire 5 caractéristiques du monsieur devant son écran radar, où vous allez reconnaître des circonstances, des conditions dans lesquelles nous nous trouvons face au téléphone portable, face à plein de choses. Et l'intensité, ça sera lorsqu'on s'écarte de ceci. Donc première condition, je vous l'ai déjà donné, concentration stable. Donc sitôt qu'on se distrait un peu, par exemple là le type s'il regarde derrière lui, si il sort un livre, s'il regarde une mouche qui est en train de voler dans le laboratoire, etc., et on va dire qu'il est distrait, donc il est plus concentré de façon stable. Et de fait, lorsque les Friends of Attention définissent l'intensité, ils nous disent c'est justement pas une fixation, mais ils nous disent c'est une distraction centripète. Donc l'attention, c'est ne pas être fixé sur quelque chose, et vous voyez les petits cercles autour de l'œil. L'intensité, ça serait de regarder quelque chose fixement, puis de rêvasser un peu, puis de regarder la chose, puis de regarder, et ça serait ça, une attention émancipatrice, plutôt que d'être scotché, de devoir être fixé à quelque chose. Donc, première thèse, non-concentration fixe. Deuxième élément, le monsieur, il est isolé. Et souvent, lorsqu'on est avec nos téléphones portables, on est isolé. Alors, il se passe des choses. Lui, il était en contact avec l'Union soviétique, en quelque sorte. Quand on est avec un téléphone portable, on est en contact avec des gens aussi. Mais, en tout cas, ce monsieur-là, il est isolé. Troisième point, il est branché sur une machine. Son attention, elle est branchée sur une machine. Et toute l'analyse que font Friends of Attention, c'est de nous dire... c'est tout un complexe militaro-scientifico-industriel, depuis la psychologie expérimentale des années 1870 en Allemagne jusqu'au Pentagone, etc., qui a structuré cette situation et qui a formé ce monsieur pour être un rouage dans la machine. On parlait de méga-machine tout à l'heure, là c'est vraiment un rouage dans la méga-machine. À l'époque, il fallait mettre un humain ici. J'ai commencé par vous dire, l'attention humaine, ça peut s'automatiser aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on pourrait mettre quelque chose qui ne serait pas un humain, qui déchiffrerait les signaux venant d'un ennemi pour savoir ce qui va nous arriver sur la figure et le contrer. À l'époque, c'était un humain. Et à l'époque, on voit bien à quel point il était pris dans un branchement machinique, justement. Quatrième point, la tâche attentionnelle de cet individu, de ce soldat, c'est pas lui qui la décide. On lui dit, tu feras ceci, c'est une monotâche. Tu vas pas commencer à lire Stendhal en faisant ton boulot. Tu regardes ton radar, donc c'est une tâche unique. Et elle lui est assignée par une hiérarchie, par une institution. Ici, c'est une armée. Donc de nouveau, pensez tout ce que je vous dis. Si on ne fait pas ça, on est dans l'intensité. Donc si on n'est pas seulement concentré, mais qu'on virevolte autour, si on n'est pas tout seul, mais qu'on fait ça à plusieurs, si on n'est pas juste branché sur une machine, mais qu'il se passe des choses en dehors, et si on n'est pas soumis à une tâche qui nous est déjà attribuée, alors on est dans l'intensité. Dernier élément, la compétition. Ce modèle-là de l'attention, c'est la compétition ici géopolitique. Est-ce que c'est les soviétiques? Est-ce que c'est nous qui allons d'abord être annihilés, etc. Mais je crois qu'on peut généraliser. Souvent, lorsqu'on est en rapport avec des appareillages comme ceci, il y a quelque chose de compétitif qui sous-tend la situation, et cette situation est une certaine tâche nous est assignée. Donc là, je vais reprendre très brièvement, il faut que j'aille plus vite pour pouvoir finir à temps, ce que je vous disais tout à l'heure sur la concentration, l'attention-concentration comme modèle problématique. Le bon élève, alors il n'est pas tout seul face à une machine,
Mais si vous enlevez le tout seul face à une machine, le bon élève, il est isolé des autres, il n'est pas censé bavarder avec son petit camarade, il est censé être pleinement focalisé sur ce que dit l'enseignant ou l'enseignante. La tâche lui est assignée, on lui dit, ici c'est un cours d'allemand, ici c'est un cours de ceci, et c'est compétitif, parce qu'on lui met des notes, et selon la note qu'il va avoir, il est là pour plein de raisons, mais en particulier, tout ça c'est médié par le fait de donner une note. Donc l'attention scolaire est la pire des attentions. C'est comme le Pentagone, c'est une saloperie aussi problématique que le Pentagone, et tout ce manifeste, il est fait justement pour nous faire prendre un peu de distance face à ceci, sous le terme d'attentité. Alors, maintenant, je vais continuer et donc là, j'ai pas beaucoup parlé de machine, mais quand même, on voit bien qu'est-ce que c'est que l'attention humaine dans cette circonstance-là du soldat. C'est justement ce qui peut se faire automatiser. L'intensité, et là je vous laisserai lire le livre, parce que tout le livre est justement sur autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec nos attentions, etc. Ça c'est tout le livre, donc ça je vous laisserai voir ça. Mais les gestes attentionnels, justement, ils peuvent se déployer dans d'autres contextes. Alors là je vais prendre un geste, toujours entre gestualité humaine et machine, et donc je vais bientôt arriver, dans 5 ou 10 minutes, moins de 10 minutes, j'arrive au bout de ma présentation. Un geste de recherche. Parmi ce que vous avez dans le petit livre de Wilhelm Flusser, il y a un des plus beaux chapitres que je vous invite vraiment à voir, qui résume tout Flusser en fait. Il y a les gestes de se raser, il y a plein de gestes très très quotidiens chez Flusser dans ce petit livre, mais il y a aussi le geste de recherche. Et là, j'ai envie avec vous de considérer 4 étapes, 4 moments historiques, 4 figures, pour reprendre la présentation de tout à l'heure, 4 figures possibles du geste de recherche. Imaginons d'abord des chasseurs-cueilleurs. Des chasseurs-cueilleurs qui sont dans la forêt, qui cherchent des baies, qui cherchent des champignons, qui pistent des traces d'animaux pour pouvoir les piéger ou les tuer. Un certain type c'est de la recherche de nourriture, de la recherche de plein de choses. Voilà, on imagine, moi j'ai pas été chasseur-cueilleur, vous non plus, mais on peut imaginer ce que ça veut dire, qu'on regarde dans son environnement, on n'a pas justement de machines, etc. On a des arcs, mais on n'a pas vraiment de machines auxquelles on délègue la recherche, on fait ça avec ses yeux, ses narines, etc. Deuxième forme de recherche, à travers des livres. Moi, je suis né dans les années 60. La plupart de ma vie, j'ai fait de la recherche, non pas en allant dans les forêts, en reniflant des odeurs de champignons ou en essayant de pister des animaux, mais en ouvrant des livres. En lisant des livres. Il y a des gestes aussi. Je gribouille dans la marge, je vais chercher un livre à la bibliothèque, je le remets, etc., etc. Donc tout ça, c'est des gestes de recherche à travers des livres. On voit déjà a priori une sorte d'appauvrissement énorme entre toute une forêt, tout un monde, toute une nature, et puis une bibliothèque avec des livres. Alors on sait que le livre c'est génial, il n'y a rien de mieux que les livres. J'imagine qu'au bout de quelques temps à repérer des champignons dans une forêt, moi je m'emmerderais infiniment. Alors que dans les livres, je ne me suis toujours pas fatigué de tout ce qu'on peut voir dans les livres. Mais bon, ça c'est mon problème. Donc ça a l'air de s'appauvrir, mais ce n'est pas forcément le cas. Maintenant, troisième moment, 2005-2006, je suis professeur de littérature, j'arrive à Grenoble, l'université de Grenoble fait l'édition d'un texte du XVIIIe siècle qui s'appelle Les Mémoires secrets de Bachaumont, qui est une sorte de périodique du XVIIIe siècle, et on me dit, il faut que tu fasses l'édition du volume 5. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire faire l'édition d'un texte en recherche littéraire XVIIIe siècle? Ça veut dire que vous avez 200 pages, 300 pages, dans lesquelles c'est toute l'actualité des années, là c'est les années 1769, avec des actrices, avec des inventeurs, avec des gens qui se sont rendus célèbres parce qu'ils avaient insulté le roi, avec plein de choses dont moi j'avais absolument aucune idée, même en tant que spécialiste du XVIIIe siècle, et on me dit, voilà, il faut que tu en fasses l'édition critique. 10 ans avant, l'édition critique, ça aurait fait que je passe 2 ans à la Bibliothèque nationale de France. Et ça aurait été génial, j'aurais pris plein de livres, j'aurais lu plein de livres, j'aurais pris plein de notes, et j'aurais pu savoir qui était cette actrice, j'aurais pu savoir qu'est-ce qui s'était passé avec le roi ce jour-là, etc., etc. Là, c'était plus que 2005. J'ai un truc qui s'appelle Google, je mets le nom de mon actrice, et je vois plein d'informations qui arrivent. Et mes collègues plus anciens sont dégoûtés.
Ils sont dégoûtés. Qu'est-ce que c'est que ce Lulu qui arrive, qui fait l'édition en 2 mois, alors que nous, on a passé 2 ans à la Bibliothèque nationale? Ils trichent. De fait, par rapport à leur travail, je trichais. De fait, j'ai perdu plein de choses, parce que quand on va à la Bibliothèque nationale, on rencontre des gens, on discute avec des gens, quand on est devant son écran à faire des trucs sur Google, c'est pauvre, c'est un petit peu comme le livre, c'est comme ça. Donc à chaque fois, on perd des choses. À chaque fois, on délègue un certain nombre de choses à la machine. 4e étape, c'est la situation dans laquelle on est maintenant, que tout le monde panique, vous je sais pas, mais à l'université tout le monde panique, avec un truc qui s'appelle des prompts, avec un truc qui s'appelle des large language models, des IA, etc., où nous on donne des questions très très élaborées à nos étudiants en pensant qu'ils vont passer des jours, des semaines à rédiger des textes, à se creuser le cerveau, à faire des choses, etc., Et puis, ils faisaient ça, comme mes collègues faisaient de la recherche à la BNF, d'habitude. Puis, ils nous rendaient des textes avec des fautes d'orthographe, et ça nous rassurait un peu. Et là, ils nous rendent des textes complètement clean, bien informés, en général. Et on dit, mais ils trichent. C'est tricher, cette histoire, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi un geste de recherche? Est-ce que utiliser Google, c'est un geste de recherche? Ou pas? Est-ce que chercher un truc dans un livre plutôt que dans la forêt, c'est un geste de recherche ou pas? Les prompts, je ne sais pas encore. Donc ça, moi, j'ai pas de pratique personnelle et je pense qu'il faut qu'on attende pour voir. Je crois qu'il y a tout un savoir comment faire des prompts, comment faire tout ceci. Donc moi, j'ai confiance que ça va... Voilà, même que Google n'a pas tué la recherche ni en bibliothèque, ni en littérature, il va se passer des choses. N'empêche que pour le moment, il y a quand même quelque chose qu'on délègue à des machines qui nous semble, je crois, pour de très bonnes raisons, très problématiques, qui est ce que j'aurais envie d'appeler justement la curiosité comme telle. Que la curiosité, c'est pas juste de se poser une question, mais que la curiosité, c'est faire quelque chose, sortir de là où on est. Et sortir de là où on est, ça veut dire faire un geste qui vient de nous. Tout à l'heure, je vous disais, le geste, c'est initiateur, c'est commencer quelque chose. Donc on commence quelque chose, on commence par sortir de là où on est, et on ne sait jamais très bien où on arrivera. Ça, c'est peut-être ça qui se perd avec, je pose la question, j'ai du texte qui s'affiche, je fais du copier-coller le texte, et j'ai ma réponse sur un travail universitaire ou pas, peu importe. Où ça soit. Donc là, il y a ce geste de curiosité qui n'est pas seulement poser la question ou faire le prompt, mais sortir de chez soi, sortir de ses ornières, sortir de ses œillères. Il y aurait quelque chose de spécifique à la curiosité. Et que ces agents dont on dit que ce sont des agents conversationnels, ce qui fait problème, là, ça serait plutôt des agents investigationnels, des agents rédactionnels, ils écrivent des textes, mais c'est aussi des agents investigationnels. Là, je crois qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse aux bonnes façons de les utiliser. Il y a plein de bonnes façons de les utiliser. Et à ce qui reste de gestes non automatisables dans notre curiosité. Et donc, j'ai commencé par dire, vivons-nous dans un moment où l'attention humaine peut se faire automatiser, preuve voiture autopilotée, preuve DeepL, traducteur. Est-ce que nous vivons dans un moment où la curiosité humaine peut se faire déléguer ou se faire automatiser? La preuve, ça serait les prompts. J'ai une question, je pose une question et ça se délègue et ça se fait tout seul. De nouveau, moi, ce que je vous proposerais de faire, et je vais finir là-dessus, c'est de se demander à chaque fois où est-ce qu'il y a de la gestualité dans l'utilisation des IA. Et là, ça veut dire que cette gestualité, ça va justement être de l'inattendu, de l'initiation. Mon camarade Grégory Chatonsky dirait qu'il faut qu'il y ait des usages non instrumentaux des IA, des usages expérimentaux des IA, et non qu'on ne soit pas un usager de l'IA, mais qu'on soit un expérimentateur ou une expérimentatrice des IA, et que ça change tout. Donc il y aurait toute une série de questions sur lesquelles on pourra peut-être revenir tout à l'heure dans les questions-réponses. Là, je finis avec une autre référence à Pierre-Damien Huyghe et une distinction qui n'a pas été faite cet après-midi, donc peut-être au moins si vous êtes resté jusque-là, ça vaudra la peine, de distinguer les machines des appareils.
Jusqu'à présent, on a parlé, il y avait les humains d'un côté, moi j'ai dit gestes, mais bon, il y avait les machines, et là, qu'est-ce qui se passe si on se dit que dans ce qu'on a appelé machines, qui était déjà raisonné en termes d'échelle, on a vu des méga-machines, on a vu toute une série de types de machines différentes, mais là, Pierre-Damien Huyghe et quelques autres, ils nous proposent une distinction terminologique entre machine et appareil. Pierre-Damien Huyghe dit, ça fait longtemps qu'il dit ça fait des décennies qu'il dit ça, et à mon avis, si vous n'avez pas rencontré sa pensée, je vous invite à la voir. Les appareils, c'est ce qui permet à l'utilisatrice de faire des réglages, de rentrer dans des réglages. Et donc l'appareil classique, c'est l'appareil photo argentique, dans lequel il fallait régler l'ouverture, on pouvait régler un téléobjectif, on pouvait régler la rapidité de l'exposition, etc. Il y avait au moins 3 réglages qu'on pouvait faire avec des anciens appareils photo. Maintenant, avec les téléphones portables, je pense, la plupart d'entre nous prenons des photos, mais ce n'est plus des appareils parce que nous n'avons plus accès aux réglages. En fait, on pourrait avoir accès aux réglages, mais la plupart du temps, de nouveau, je ne connais pas vos expériences, mais il me semble que la plupart des gens que je connais, ça se fait tout automatiquement. De même qu'il y a une conduite automatique, il y a un réglage automatique voire c'est fait pour qu'on puisse pas rentrer dans les réglages et qu'on puisse pas ouvrir la boîte noire et bidouiller ce qui se passe dedans, pour plein de raisons, commerciales, le contrôle, etc., etc. Donc, parmi toutes les machines, celles qui permettent un usage expérimental, c'est-à-dire qui nous donnent accès à leurs réglages, et dans un contexte où on a des motivations, on a envie de bidouiller avec ces réglages, alors là on va dire que c'est des appareils. Et on va dire on va garder le mot de machine pour quelque chose qui est un petit peu différent, qui est Pierre-Damien Huyghe parle de régime d'utilisation. Les machines, alors soit imposent, soit facilitent certains régimes d'utilisation. Et là, avec nos téléphones portables, les régimes d'utilisation, comme je disais, c'est qu'on se base sur les réglages automatiques. Et par ailleurs, et ça je reviens à Flusser qui disait ça dès les années 80, la façon dont on fait des selfies, c'est un régime d'utilisation. C'est pas Apple qui nous oblige à faire ça, c'est pas Kodak qui nous oblige à faire ça, mais juste quand vous allez au Taj Mahal en Inde, votre appareil photo, il va cadrer le Taj Mahal. Vous n'allez pas aller au Taj Mahal et puis prendre votre pied. Vous pourriez, personne ne vous empêche d'aller au Taj Mahal et de prendre une photo de votre pied. On pourrait faire des selfies, non pas en dirigeant vers le visage, mais en dirigeant vers la poche. Moi, je vous invite à faire ça. Partout où vous allez, vous faites des selfies et vous montrez vos poches. Vos poches devant la Tour Eiffel, vos poches ici ou là, vos poches avec des amis. De fait, on ne le fait jamais. Parce que, avec l'appareil photo, avec le téléphone portable, viennent c'est même pas des réglages, c'est de nouveau des régimes d'utilisation. Et là, il me semble qu'en tout cas pour moi, ça m'aide, cette intuition-là développée par Pierre-Damien Huyghe, à comprendre ce qu'on peut faire avec nos machines et avec nos appareils. C'est ce que j'ai résumé, et je vais finir là-dessus, avec deux propositions, 2 infinitifs. Sortir des machines. La curiosité, ça serait quoi la curiosité ? Ça serait sortir des régimes d'utilisation, sortir des machines, sortir de l'automatisation, qu'elle soit déjà inscrite dans la machine. Et là, ça veut dire qu'il faut avoir un petit peu de savoir technique, ou qu'elle soit inscrite dans nos habitudes, dans les pratiques commerciales, etc. Donc, sortir des machines, ça, je crois que c'est quelque chose qu'on peut tous et toutes faire. On n'a pas besoin de le faire tout le temps, mais ça serait une idée. Et l'autre chose qui est corrélative de celle-là, c'est expérimenter avec les appareils. Et il me semble que si on raisonne de cette façon-là, que ça soit avec des IA, que ça soit avec Google, que ça soit avec des voitures, que ça soit avec tout, on a des questions qui se posent, des pratiques qui se dessinent, des pratiques qui, à mon avis, sont liées à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'intensité comme étant autre chose que le soldat dans le complexe militaro-industriel, parce que lui, il peut pas sortir des machines et il expérimente pas avec ses appareils, et que donc, ce que j'essaie de dire sur intensité, sur part gestuelle et part machinique dans ce que nous faisons, ça pourrait se résumer à travers ces 2 points. Et là, je m'arrête parce qu'on avait dit 45 minutes. Merci beaucoup pour votre attention, mais là, ça commence vraiment avec les questions et les réponses.